Je pense que 2022 sera mieux. Sera mieux parce que, pour ce qui nous concerne, nous de la Mouka, 2022 sera une année de combat et de triomphe. Donc on va sérieusement se battre, mais on va se battre pour triompher, pour gagner. Donc je profite de l'occasion pour inviter la population congolaise à se mobiliser pour ces combats dont les actions débuteront au mois de février. Maintenant, je reviens sur votre question en rapport avec le bilan. Votre position d'abord, c'est la question d'abord de curiosité. La Mouka s'identifie dans l'opposition ou dans la résistance parce que, selon notre constitution, nos lois de la République, l'opposition a droit à un poste, à un petit gouvernement. La réponse, il faut qu'on puisse entretenir l'opposition. Dans une démocratie, vous partez aux élections. La partie qui gagne les élections, on l'appelle le pouvoir. C'est le parti qui dirige. Ils ont la majorité, c'est le pouvoir. La partie qui perd les élections, c'est la minorité. On nous appelle l'opposition. Mais comme vous le savez, les élections du 30 décembre 2018, nous, la Mouka, on n'a jamais accepté, comment dirais-je, le fait qu'on ait perdu les élections. La Mouka, avec son président Martin Fayulu, nous avons gagné les élections. Aujourd'hui, dire que nous sommes de l'opposition, ça veut dire que nous reconnaissons qu'effectivement, comment dirais-je, l'actuel, enfin les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils avaient gagné. Mais en réalité, ils n'avaient pas gagné. Donc nous, on se considère dans la résistance parce qu'on continue à contester, comment dirais-je, les institutions ainsi que leurs animateurs. Donc la réponse est très simple. Aujourd'hui, nous, la Mouka, nous nous considérons de la résistance et non pas de l'opposition. Vous vous considérez de la résistance, il y a nulle part dans la Constitution, il y a une place qu'on donne à la résistance. Donc vous êtes hors le loi de la République, vous faites votre lutte sans respecter les textes. Oui, ça peut paraître comme cela, mais je veux dire que nous sommes sur un terrain politique. Donc sur un plan politique, nous contestons ces institutions-là. Nous disons que l'actuel... Il faut contester également dans les règles, mais apparemment vous êtes hors les règles. Quand vous parlez de la résistance, oui. On sait ailleurs, il y a le parti de gauche et de droite, il y a l'opposition, il y a la majorité, mais c'est un peu rare qu'on puisse vous situer dans la résistance. Là où vous faites la rébellion contre les institutions établies, où vous respectez également les lois de la République. Vous savez, moi je pense que nous sommes en train de respecter la loi de la République. Nous respectons la Constitution. Nous nous battons pour la défense de la dite Constitution. Mais lorsque je vous dis que nous sommes de la résistance, ça veut dire que c'est un état d'esprit. Donc notre état d'esprit est que nous n'acceptons pas ce qui s'est passé en 2018, notamment en décembre. Il y a eu un hold-up électoral. Aujourd'hui, on parle de hold-up en rapport avec Kabila, mais nous disons qu'en 2018, il y a eu un hold-up électoral qui a fait que Félix et Kabila se sont mis ensemble pour voler la victoire du peuple congolais. Et nous continuons à contester ces hold-up-là. C'est pourquoi nous disons que nous continuerons à les contester en étant de la résistance. Maintenant, si vous voulez revenir sur la Constitution, effectivement, vous verrez très bien qu'il y a quelques députés de la Mouka qui sont, comment dirais-je, dans ce Parlement, que nous contestons d'ailleurs. Donc, ils jouent leur rôle. Mais la Mouka dans son ensemble, la Mouka dans son entièreté, de tas d'esprit, nous sommes dans la résistance. Vous êtes dans la résistance, mais l'histoire la plus récente, vous étiez dans la rue avec le PPRD, la FCC, qui s'identifient dans l'opposition. Donc, vous laissez la place à eux de jouer le rôle de l'opposition, vous vous collez à eux comme des résistants. Entre vous et la FCC, qui cherche la bénédiction de l'autre. Non, je pense qu'il faudrait quand même essayer un peu de revoir la situation. Le 18 octobre
2021, le président élu Martin Fayulu avait lancé un appel pour la constitution d'un bloc patriotique. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde le sait, on avait seulement constaté que l'actuel régime ne fait que violer la Constitution. L'actuel régime, comment dirais-je, d'une manière inconstitutionnelle, il avait entériné la candidature de Kadima. Même si, enfin, malgré la position des évêques, malgré la position des catholiques, malgré la position des protestants, malgré la position, comment dirais-je, de Moïse Katumbi, ou même, il avait passé outre. Alors, on avait lancé un appel à la constitution d'un bloc patriotique pour lutter contre ces énièmes violations de la Constitution. On a lancé l'appel le 18. Le 19, le catholique et les protestants lancent, comment dirais-je, le même appel, quoi, pour dire que mettons-nous ensemble pour lutter contre cette violation de la Constitution. Alors, on s'est dit, au lieu de mener les combats d'une manière différente, on va répondre à l'appel des évêques et des protestants. Nous sommes partis répondre à l'appel. FCC est venu comme nous répondre à l'appel. Il ne nous appartient pas à nous de dire que FCC ne venait pas, parce que c'est pas nous qui avons, on avait finalement respecté l'appel des évêques. On n'a jamais signé un accord avec le FCC, on n'a jamais, comment dirais-je, pris langue avec le FCC pour travailler ensemble. Mais vous avez eu à faire des réunions avant la marche, ensemble avec eux. Et puis la marche a été sanctionnée par un discours. Là où j'ai vu Devos Kitoko, j'ai vu Némi Mulania, j'ai vu Chadar, et tous ensemble en train de lancer, disons, faire un discours. Je vous dis que c'était sous la bénédiction de forces politiques et sociales dirigées par les protestants et les catholiques. Nous, on était là comme les gens qui avons répondu à l'invitation. FCC était là comme ceux également qui ont répondu à l'invitation. Donc on était tous les invités tout simplement. Allons dans l'hypothèse, parce que vraiment il faut rester d'abord sur cette question, c'est important de comprendre votre démarche, la Mouka, proche Martin Fayulu, parce qu'il y a plusieurs la Mouka aujourd'hui. Non, il n'y a pas plusieurs la Mouka. Laissez-moi poser des questions, il y a plusieurs la Mouka aujourd'hui. Comment expliquer que vous êtes à côté de celui qui a volé votre victoire, a donné à l'autre, parce que vous estimez, j'avais reçu de vos Kitoko et les autres ici, que Kabila a nommé Félix. Tout à fait. Kabila a nommé Félix, donc avec son FCC. Félix était son candidat, il lui a donné les mandats, ainsi de suite. Mais le même Kabila, avec son groupe FCC, marche avec vous contre Félix. Ce qui veut dire, Félix n'était pas nommé par Kabila, Félix a le plein pouvoir, plutôt Kabila a subi la loi de la majorité, la loi du pouvoir. Non, mais je veux dire que, déjà sur ce point-là, rappelez-vous de ce que le secrétaire général de l'UDPS avait dit en son temps. Il avait dit ceci. Kabila, il a essayé un peu d'analyser la situation politique du pays et il a remarqué que s'il y avait un parti sérieux, c'était l'UDPS. Raison pour laquelle il avait remis le pouvoir entre les mains de l'UDPS. C'est Augustin Kabouya qui l'avait dit. Donc Augustin Kabouya a confirmé qu'effectivement, le pouvoir dont s'est régi aujourd'hui l'UDPS a été octroyé par Kabila. Maintenant, pour revenir à votre question, je dirais ceci. S'il y a un parti qui a signé un accord au vu et au su de tout le monde, d'une manière claire et nette, c'est l'UDPS. Ils ont dirigé avec le FCC de Kabila pendant 2 ans. Ils ont dirigé ce pays pendant 2 ans. Ils étaient vraiment en coalition. Ce n'est pas la Mouka, c'est l'UDPS. Et aujourd'hui, quand vous voyez un peu l'union sacrée de la nation, l'union sacrée de la nation est composée majoritairement de gens des FCC, des gens des Kabila. Aujourd'hui encore, lorsque des personnalités comme Bouchab et les autres, ils partent de l'union sacrée, mais ça confirme le fait qu'effectivement, l'union sacrée de la nation est essentiellement composée de gens des Kabila. Donc on ne vient pas nous faire un procès d'intention pour dire que nous sommes avec Kabila, pas question.
on est avec Kabila. Mais entre Bochab, Lumanu, ennemi Moulania, le moins Kabila c'est Bochab, le plus Kabila c'est Némi. Parce que... Ça, je ne sais pas. Je sais que tous, ils ont été avec Kabila et qu'aujourd'hui, ils sont avec Félix. Et aujourd'hui, ils sont avec vous. Non, ils ne sont pas avec nous. Némi était avec vous, Shadak était avec vous, les Indiomar et les autres, ils étaient avec vous. C'est ce que je vous ai expliqué. Vous savez, lorsque... Mais curieusement, Fayoulou et Mouzitou n'étaient pas dans la marche. Ils étaient prudents. Non, ils ne voulaient pas s'essuyer. Non, ça veut tout dire. Ça veut dire que ce n'était pas Lamouka qui avait appelé à la manifestation. Mais Devos était là. Devos était là. J'ai vu Blanchard, les représentants, secrétaire général de 2 partis. C'était les forces politiques et sociales dirigées par le prêtre et les protestants qui ont lancé l'appel. Et à cet appel-là, nous avons répondu comme tout le monde. Merci, voilà. Donc, président. On n'est pas en coalition avec le FCC. S'il y avait des gens qui étaient en coalition, c'est FCC Cash. Merci. Merci, président Bobola. Je ne vais pas tarder sur cette question pour ne pas vous délivrer devant la population. Et évoluons avec l'actualité. Parce que vous avez parlé de marche et autres, mais les élections en 2023, le peuple veut le savoir. Lamouka aujourd'hui a contesté l'équipe Kadima. Lamouka a dit il y a un cousin de Félix à la tête de la CENI. Il y a des débauchés un peu partout. Mais du moins, l'équipe Kadima reste là. Après plusieurs marches, l'équipe persiste. La suite, c'est quoi? Alors, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que au lendemain du hold-up électoral opéré par le duo Félix et Kabila, Lamouka était entré dans une bataille pour protester. Au mois de février, on avait lancé une proposition de plan de sortie de crise de Martin Fayulu. On avait au Conseil des réformes institutionnelles. On avait demandé à ce qu'on se mette autour d'une table, qu'on fasse des réformes, qu'on aille aux élections anticipées. L'autre camp, je veux dire que le camp de Félix, ils ont fermé leurs oreilles. Ils n'ont pas voulu répondre à cette revendication. Élève modèle de Joseph Kabila, Félix avait compris que si Kabila était resté au pouvoir en 2006, en 2011, et qu'il lui a attribué le même pouvoir en 2018, parce qu'il avait le contrôle de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Vous vous souvenez, en 2006, ce n'était pas Kabila qui avait remporté les élections, c'était Bemba. En 2011, tout le monde le sait, le feu était ce qui avait rapporté les élections. Mais puisque Joseph avait la CENI et la Cour, il nous a imposé, il a imposé justement sa victoire. En 2018, ne pouvant pas être lui-même candidat, mais ayant toujours le contrôle de la CENI et de la Cour constitutionnelle, il nous a imposé Félix. Félix a compris cela. C'est pourquoi il était lui aussi engagé dans ce combat-là. Comment faire pour récupérer la CENI? Comment faire pour récupérer la Cour constitutionnelle? Il a, d'une manière inconstitutionnelle, nommé des juges au niveau de la Cour constitutionnelle pour s'accaparer de cette institution-là. À son époque, Lamouka s'était levé contre. Souvenez-vous d'ailleurs, Théodore Moïse était passé au Faden avec Martin Fayulu. Ils ont fait un discours ensemble pour fustiger cette énième violation de la Constitution. Mais là encore, Félix, comme sous l'habitude, il a appliqué le principe le chien aboie, la caravane passe. Donc, il s'est apparu, il a pris la cour. Deuxième combat, la CENI. Il a fait tout ce qu'ils ont fait là, malgré que les catholiques de protestants n'étaient pas d'accord, il a entériné la candidature de Kadima. Nous avons protesté, on a fait des marches, on continue à protester. Comme d'habitude, il a appliqué le principe, le chien aboie, la caravane passe. La population congolaise s'est mobilisée contre l'ORAM. On n'en veut pas. Cette escroquerie à ciel ouvert. Tout le monde est escroqué. Là encore, le chien aboie, la caravane passe. Donc tout de suite, on a compris que nous avons en face de nous un régime qui est en train d'installer doucement, lentement, mais sûrement la dictature. Donc on s'est dit qu'on doit se battre. Alors face à une dictature, pas seulement une dictature doublée de l'occupation, il n'y a pas de manière de se battre.
il faut durcir notre position. Donc au jour d'aujourd'hui, quand vous suivez le message de la nation, du président Fayoulou, quand vous suivez le communiqué d'hier, le 10 plutôt, on s'est dit ceci, l'année 2022 sera l'année de combat et de triomphe. Mais ce combat, ça sera un combat, on va changer les méthodes de combat. Ça sera plus ce que vous avez vu. Parce qu'avec ce régime, si on ne fait rien, si on ne change pas le paradigme de combat, si on ne change pas les méthodes de combat, la philosophie du combat, la fraude électorale en 2023 est déjà consommée. Mais président Bobo Laboué, dans la démocratie, il y a les règles de combattre. Il y a plusieurs manières, les meetings, les sittings et autres. Si vous dites que vous allez changer une autre forme de combat, mais je ne pense pas que vous allez énerver les lois de la République. Vous savez, ça c'est l'erreur que nous, qu'on avait commis. Parce qu'on croyait vivre dans un régime démocratique. On a fait les choses normalement comme si on était dans la démocratie. Mais on s'est rendu compte, finalement, non. Ceux qui sont en face de nous s'en foutent complètement de la démocratie. Comment ça, on vous a laissé, quand même marcher? J'ai vu les gens du FCC à côté des gens de Fayoulou, après leur marche, en train de prendre au moins la bière, tranquillement. C'est les indices qu'il y a la liberté d'expression, il y a la liberté, il y a la démocratie avec ce pouvoir. Donc, je vous dis ceci. Nous avons compris que le régime de l'Union sacrée de la nation est en train de nous imposer une dictature. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué, dans la démocratie, on écoute l'autre en face. Depuis février 2019, la Mouka, dans toutes ses revendications, on nous bloque la porte. On applique le principe le chien à moi la caravane passe. Contrairement à ce que Mbata m'a dit, contrairement à ce que le professeur Mbata m'a dit, lui qui dit, Martin Fayoulou, c'est un député national, il peut venir au Parlement avec leurs propositions, on peut étudier cette proposition, et aussi, on est dans la démocratie, tout le monde est congolais, ce n'est pas ce que Martin Fayoulou va dire que les autres vont accepter facilement comme ça. Il faut qu'il y ait un débat. Dans la démocratie, c'est aussi ça. Pourquoi vous, la Mouka, vous pensez que tout ce que Martin Fayoulou dit, c'est de l'évangile? On ne peut pas dire non. Si on dit non, donc les autres n'écoutent pas. Je viens de vous expliquer. Nous, on avait cru qu'on était dans un régime démocratique. Mais on s'est rendu compte, à travers plusieurs versions de la Constitution, à travers l'instauration d'une certaine, une pratique, on n'est pas dans la démocratie. Il y a une dictature latente qui s'installe. Mais j'ai ajouté aussi que nous sommes dans un pays sous occupation. Il y a des armées du Rwanda, de l'Ouganda, de Burundi. Nous allons en parler. Justement. Ça, c'est un autre point. On n'est pas dans la démocratie. On est dans un régime, je dis bien dictatorial, mais qui s'est doublé aussi de l'occupation. Donc, alors face à un tel régime, on ne parle pas de la démocratie. Donc la Mouka est bien partant pour ne pas aller aux élections avec l'équipe actuelle des Kadima, si on peut noter. Ce débat n'a pas encore eu lieu au sein de la Mouka. Pour le moment, nous disons que 2022 sera une année de combat. Mais pas seulement de combat. Combat pour triompher. Mais dans ce combat-là, on aura besoin de l'implication de notre peuple. Le combat pour déstabiliser les institutions, comme Mouzitou l'avait dit, peut-être qu'il était mal interprété, ils feront tout pour que nos investisseurs n'arrivent pas à déstabiliser les institutions? Non, je vous dis que nous, au niveau de la MOCA, on n'accepte pas ces institutions-là. Parce que ce sont des institutions issues de la fraude, du hold-up électoral. D'ailleurs, je vous rappelle, quand vous lisez notre constitution, le préambule, point numéro 1, il est clairement dit, toutes les crises politiques récurrentes que notre pays a connues depuis son accession à l'indépendance, à la base, c'est justement le fait que les institutions et leurs animateurs sont contestés. Le seul gouvernement qui avait été élu normalement et qui a exercé, c'est le gouvernement Lumumba. Au mois de mai 60, il y a eu des élections. Lumumba, avec son cartel, ils ont remporté les élections, ils ont gouverné.
Le 14 septembre 1960, Mobutu a fait son premier coup d'État. Il a limogé le gouvernement de Lumumba. Il a placé les collèges de commissaires généraux. Deuxième coup d'État, le 24 novembre 1965. Depuis, Mobutu a dirigé pendant 32 ans, sans demander, comment dirais-je, l'aval de la population. Kabila est arrivé père, avec un coup de force. Il n'a pas demandé l'aval de la population. C'est pourquoi, quand on était parti à Sun City, on a dit que, désormais, si quelqu'un, un Congolais, veut accéder, comment dirais-je, à la majesté suprême, il va demander, comment dirais-je, la bénédiction auprès de la population. Article 5, c'est la population qui donne la légitimité. Mais quand vous voyez ce qui s'est passé en 2011, en 2006, en 2011, en 2018, le peuple a élu Delphin, on nous a imposé Pierre. Le peuple a élu Bob, on nous a imposé Martin. Et ça, on est tout dans la démocratie. Mais il y a quand même les arrêts de la Cour constitutionnelle. Il y a quand même les arrêts de la Cour constitutionnelle qui attestent que les lois de la République accompagnent ces institutions. À l'époque de Kabila, il y avait Cour suprême. À l'époque de Félix, Cour constitutionnelle. Mais je vous donne un exemple, même aux États-Unis, président Bogolawé, il y a eu des contestations. Trump a contesté l'actuel président, même en France, un peu partout. C'est aussi ça, aussi la démocratie, les contestations. Je dis que les contestations, c'est normal. Partout ça existe. Mais lorsque la tricherie ou la fraude est tellement parlante et tellement, comment dirais-je, visible, on n'a même pas besoin d'un microscope pour voir ça. Là, ça devient compliqué. Merci. Ce qu'on a vécu en 2018, le deuil électoral qu'on a vécu, ça ne nous permet pas d'accepter ces institutions et leurs éléments. Il y a le nouveau secrétaire de la CENI, récemment accepté, mais il avait eu la bénédiction de Martin Fayulu à l'époque. Et donc, vous acceptez cette personne? Vous savez, la CENI, si on avait instauré comment dirais, la CENI dans ce pays, c'était à Sun City. Quand les Congolais, on s'est retrouvés à Sun City, on s'est dit que maintenant, il faut aller aux élections. Mais on instaure la CENI, une institution neutre en qui tout le monde aura confiance pour nous amener aux élections. Aujourd'hui, la CENI telle que vous connaissez là, la CENI n'inspire pas confiance. Mais la personne qu'on vient d'inscrire, d'accepter maintenant, c'est cette personne que Martin Fayulu à l'époque de l'opposition avait paraphé la signature pour dire que la personne est compétente. On peut manquer la crédibilité, mais quand même les compétences, à la CENI, ça va. Je dis que le débat aujourd'hui, ce n'est pas un débat de la compétence. Sur le point de vue compétence, on peut dire que Kadima est compétent. Sur le point de vue compétence, peut-être le monsieur dont vous parlez, Toto là, il est compétent. Même si c'est vrai, il n'est pas plus compétent que Ronsard Malonga. Aujourd'hui, vous acceptez Ronsard Malonga? Je suis en train de parler en termes de compétences. On n'accepte pas Malonda. Mais je veux dire, les mêmes raisons qui ont fait qu'on n'a pas accepté Malonda, c'est pourquoi on n'accepte pas ni Kadima, ni celui qu'on veut les nommer là. Parce que s'ils peuvent avoir une compétence, mais c'est pas la compétence qui compte. C'est aussi la crédibilité, l'indépendance vis-à-vis des politiques, tout simplement. Donc, si aujourd'hui, on conteste Kadima, si aujourd'hui, on vient de nommer Toto, mais Toto qu'on vient de nommer, vous parlez de Martin Fayulu, mais il était dans le cabinet de Félix Tshisekedi. Il était membre de l'UDPS, ça tout le monde le sait. J'étais avec les gens de l'UDPS ici. Mais il ne faut pas l'accepter. C'est des chumeurs, vous êtes en train de rêver. Il n'a jamais existé dans les cabinets de Félix Tshisekedi. Mais plutôt, il y a une lettre avec la signature de Fayulu qui avait envoyé Toto. De la même manière que M. Albert Moleka avait attesté que Kadima était membre de l'UDPS en Afrique du Sud, les gens de l'UDPS, ils sont passés pour dire que c'est faux. C'est pas vrai. Mais qui était mieux placé que tous ces gens par rapport à Moleka? Moleka était le directeur du cabinet d'Étienne Tshisekedi. On dit que Moleka est déjà au sein de la Mouka, il est le vôtre, on comprend qu'il est égaré. Là, c'est Donald Kabassédé. Alors, comment tu peux prendre comme parole contente ce que disent les gens de l'UDPS s'agissant de Toto? Je veux dire que Toto était dans les cabinets de Félix. Merci. On dit que, attendez, on dit que c'est Martin Fayulu qui l'avait envoyé. Soit. Vrai ou faux? Soit. Attends, soit. Vrai ou faux? Je dis soit. Vrai ou faux? Mais c'est un politique. Donc, nous voulons une CENI dépolitisée. On ne veut pas de politique dans la CENI. Même si Toto là était envoyé par Martin Fayulu, c'est un politique. On ne veut pas de lui.
On ne veut pas de politique dans le bureau de la CENI. On ne veut pas. Donc tout cela montre quoi? Ça démontre que cette institution, la CENI, n'inspire pas confiance, a perdu toute crédibilité. Et c'est avec une telle institution qu'on va aller aux élections. L'institution de la CENI a perdu toute crédibilité. J'ai suivi une vidéo de Hubert Kabasbabou, il m'a envoyé cette vidéo, mais à la fin il dit que le peuple doivent nécessairement appliquer l'article 64 de la Constitution. Vous, Lamouka, vous avez dit sur ces plateaux ici, parce que vous siégez dans les collèges de présidents au sein de Lamouka, vous dites que vous allez inverser, prendre d'autres formes de pression. Donc, vous allez également appliquer l'article 64. Au jour d'aujourd'hui, au niveau de Lamouka, je vous ai dit, ce débat n'a pas encore eu lieu. Mais on va en avoir très bientôt. Mais là, je m'exprime comme président du RPDR. Je dis ceci. Aujourd'hui, l'application de l'article 64 de la Constitution est d'actualité. Ça mérite d'être appliqué, tout simplement. Parce qu'on a affaire avec un régime antidémocratique. Un régime qui n'arrête pas de violer la Constitution. Un régime qui applique le principe du chien à bois, la caravane passe. Un régime qui fait que piller la nation, un régime de détourneurs, un régime de corrupteurs. Avec un tel régime, si le peuple ne se mettait pas debout, le peuple ne se mobilise pas pour le chasser du pouvoir, mais on risque d'aller encore de tuer ce pays. Merci. Même s'ils ont dit que le pays est déjà mort. Un pays qui est mort, où les gens sont devenus des milliardaires. Un pays qui est mort, où les gens, comment dirais-je, disputent des palissades. S'il vous plaît, un pays qui est mort. Soyez calme, président Bobola. Soyez calme, président Bobola. Je précise que mon invité d'aujourd'hui s'appelle Bob Bolaboué, président national du RPDR et membre au collège de président au sein de Lamouka. Mais ma crainte est que quand la Mouka organise seul, il y a des fois des ratés, mais quand il y a les prélats, la bénédiction des catholiques, des fois il y a des réussites, s'il vous plaît. Il y a quand même des réussites, mais Moïse Katoum ne vous a pas arraché la popularité parce que récemment, vous avez vu des foules, hein, un peu marée humaine. Vous pensez que vous avez encore les gens derrière vous? Non, mais attendez, nous sommes dans la politique. On n'est pas là pour faire la concurrence. Non. Le président Martin Fayulu reste le président choisi par le peuple congolais. Aujourd'hui encore, il bénéficie du soutien, de la sympathie de beaucoup de Congolais. Il peut réaliser le foule comme Katumbi, vous pensez? Attendez, moi je ne suis pas là pour parler de personne. Katumbi, ce n'est pas ma tasse d'été. Je ne suis pas là. Je suis en train de vous parler de notre combat. Les combats que nous sommes en train de mener aujourd'hui. On dit que vous êtes essoufflé. Vous êtes essoufflé. Mais c'est ce que vous croyez. C'est ce qu'ils avaient dit lorsque ils ont dit que l'amour était essoufflé. Quand on nous a autorisé de faire une manifestation partant de Ngaba, un peu partout, tout cela, on avait fait une marée humaine. J'étais avec Goïkasson qui avait dit que votre marche là, ce n'est que normal, il y a des petites avenirs, donc qui chassent, il y a autant de millions de gens. Si vous remplissez des avenirs, ça ne veut pas dire que vous avez autant de gens derrière vous. C'est ce que je vous dis. C'est pourquoi je vous ai dit que ça c'est un faux débat. Aujourd'hui, Martin Fayulu continue à bénéficier du soutien populaire. Maintenant, si vous voulez faire une manifestation, vous avez un peu d'argent, allez payer comme font les autres, il y aura du monde qui vont donc Katumbi a payé aux gens. Je suis prêt pour parler de Katumbi. Moi, je suis parler de notre combat. Parlons. Notre combat pour cette année 2022. Nous voulons triompher, nous voulons gagner. Et pour gagner, on va durcir non seulement notre discours, mais aussi nos méthodes. Merci. Parlons de l'insécurité. Parlons-en. Parce que j'ai suivi le chef de l'État. Il dit, s'il n'arrive pas à trouver la paix à Béni, à l'Est, donc son mandat va échouer. Mais du moins, il y a des tas de sièges, vous avez vu, il y a le prouesse. Chaque jour, l'armée est en train d'aller de l'avant. Vous pensez qu'il y a des avancées? Voilà, moi, où est-ce que je voulais par rapport à cette question? Si moi, j'étais président de la République, la première des mesures que j'allais prendre, réformer notre armée. Parce qu'un régime, on les juge, non pas par sa volonté ou par le discours, on les juge par sa capacité à améliorer les conditions de vie de sa population, mais aussi par sa capacité de protéger l'intégrité territoriale de son pays.
Aujourd'hui, si vous prenez le cas, je veux dire que de la condition sociale du peuple congolais, vous verrez qu'il y a vraiment un échec. Donc je dirais ceci. Président de la République, je vais commencer par faire la réforme de l'armée. Pourquoi la réforme de l'armée? L'armée que nous avons aujourd'hui, c'est une armée issue de fusion, des intégrations, de plusieurs forces, comment dirais-je, je dirais même rebelles. Il y a des Rwandais qui sont venus avec leur armée, au temps, comment dirais-je, de Robert et les autres. Il y a Jean-Pierre Bemba qui était venu avec les Ougandais. Donc, on a une armée où on a fusionné plusieurs forces étrangères. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'armée congolaise est complètement infiltrée de l'intérieur. Moi, président de la République, la première chose, j'allais faire la réforme de l'armée. Savoir qui est qui dans l'armée, qui fait quoi dans l'armée. Mais puisque ça n'a pas été fait, on se rend compte aujourd'hui, pour aller, comment dirais-je, chasser ce quelques, comment dirais-je, gens qui foutent le bordel dans l'est du pays, on a décrété un état d'urgence, mais en plus, on fait appel à une armée ougandaise, une armée étrangère, une armée qui a fait la guerre chez nous, une armée qui est tuée chez nous. Rappelez-vous de la guerre de 6 jours à Kisangani, ils se sont battus contre les Rwandais pour le contrôle de nos matières premières. Lorsque un pays commence à sous-traiter sa protection à une armée étrangère, ça ne va plus. Donc pour lui, c'est vraiment que ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays, nous sommes en face d'une volonté de certaines multinationales, de certaines forces, comment dirais-je, étrangères, qui cherchent à balkaniser notre pays. Vous savez quoi balkaniser? Ils cherchent à émietter notre pays, à diviser notre pays. Mais pour cela, ils utilisent le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et même la Tanzanie. Mais lorsque vous partez traiter avec ces armées qu'on utilise pour vous balkaniser, avouez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Président Bobo Laboué, hier vous étiez avec Félix dans l'opposition, aujourd'hui il est au pouvoir. Vous ne pensez pas qu'il est en train de faire le nécessaire parce qu'il a hérité une situation? Mais justement, c'est ça que je souhaitais vous dire. Lorsque Laurent Désiré Kabila était arrivé ici, il avait signé l'accord de l'Emera. Cet accord permettait à ce que les pays voisins puissent s'accaparer de plus ou moins 300 km² de notre terre. Quand Kabila est devenu président, il est parti contre l'accord qu'il avait signé. Il a dit que non, mais quand j'avais signé, j'étais rebelle. Je suis maintenant président de la République, je ne peux pas accepter qu'une partie de mon territoire soit, comment dirais-je, balkanisée. Une des raisons de son assassinat, ça vient de là. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à la réactualisation des accords de l'Emera. Comment ça? Il y a eu un sommet. Vous avez un enfant de Tien Tshisekedi, un opposant historique, il maîtrise quand même le combat de son père. Vous pensez que si Kabila n'a pas cédé, lui, Tshisekedi peut céder? Vous pensez réellement? Vous savez qu'aujourd'hui, l'armée burundaise, si vous suivez Butakuya, ils sont entrés chez nous. Vous savez qu'aujourd'hui, l'armée ougandaise est sur le territoire. L'armée rwandaise voulait aussi venir sous forme d'une certaine police, tout ça. Il y a eu tellement de bruit, ils se sont un peu réservés. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Ouganda est en train de construire une route de chez lui jusqu'à chez nous. Vous savez que le Burundi... Pour des raisons commerciales. Mais justement, je vous dis que... Attendez. Attendez. Okay. La France a fait la guerre contre l'Allemagne avec Hitler. Aujourd'hui, la France traite avec l'Allemagne. C'est vrai. Ils ont passé des planches par rapport à ce qui s'est passé. Ok, d'accord. Mais rassurez-vous, ça dure plus de 50 ans. Il y a eu comment dirais-je, la réconciliation. L'Allemagne a demandé pardon à la France pour qu'il commence à traiter sur le plan économique. Est-ce que vous avez déjà entendu le Rwanda ou l'Ouganda fumer le calumet de la paix avec le Congo? Non. J'irai encore beaucoup plus loin. Kagame, sur France 24, il nie qu'il y ait eu massacre au Congo. Il nie qu'il y ait eu génocide au Congo. Il dit que ce n'est pas vrai. Mais comment voulez-vous
traiter avec une personne qui n'accepte même pas de bêtises qu'il a commis chez vous. Mais les Rwandais peuvent avoir raison, s'il vous plaît, M. Bobo-Lambwe, parce que moi j'ai suivi l'ambassadeur du Rwanda en RDC, M. Vincent Karega, qui dit ce n'est que des rapports des ONG, ce n'est pas la justice internationale. S'il vous plaît, ce n'est pas la justice, ce n'est que des rapports, et sur ça, il faut encore confronter des sources pour qu'eux prouvent réellement que le Rwanda avait la même mise sur ça. Du moment que le Congo est en train de se victimiser un peu trop, et aussi, ici en RDC, on a tué des Rwandais ici. C'est la plaie profonde. Vous êtes un journaliste, mais vous avez aussi les devoirs, comment dirais-je, de conscientiser votre population. Je vous oppose les arguments de l'ambassadeur Karega. Je ne sais pas qu'il y a eu plusieurs rapports de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, sur ces massacres-là. Plusieurs rapports. Qui ne sait pas que l'Ouganda a été condamné à payer 10 milliards de dollars au Congo? Qui ne sait pas? Donc, ça c'est des organismes, comment dirais des ONG. L'ONU c'est l'ONG. Tu n'étais pas témoin. Nous, on a vécu, peut-être, je ne sais pas où tu étais, mais on a suivi la guerre de 6 jours à Kisangani. Aujourd'hui, les jeunes de Kisangani ne peuvent pas sentir cette armée ougandaise chez nous. Parce qu'ils ont vécu les affres de la guerre. Il y a eu plus de 1000 morts, 3000 blessés. Mais vous êtes un peu passéiste. Moi, aujourd'hui, l'Ouganda, l'armée ougandaise est en train d'apporter un plus à la RDC en suivant le porte-parole du gouvernement. Je suis en train de vous répondre. Je vous dis ceci. Je vous dis ceci. L'armée ougandaise, ils sont entrés ici au nombre de combien? Ils vont repartir quand? Ils sont entrés avec quel armement? Aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'ils sont prêts à suivre les rebelles jusqu'à Kisangani. Mais pourquoi pas jusqu'à Kinshasa? Donc pour vous dire tout simplement que ces gens qui sont venus chez nous, ils ne viennent pas, comment dirais-je, pour nos beaux yeux. Ils ne viennent pas, comment dirais-je, pour défendre nos intérêts. Ils viennent parce qu'ils ont eux des intérêts de défendre sur notre terre. Vous pensez que le nouveau pouvoir signe les accords au détriment de la population générale? Mais tout à fait. Je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, Sarkozy, en son temps, il avait dit ceci. Si le Congo veut vivre en paix avec ses pays voisins, il doit accepter de partager des richesses et des espaces. À l'époque, Joseph Kabila avait essayé de résister, mais aujourd'hui, nous sommes en train d'appliquer exactement ce que Sarkozy avait dit. Partager nos richesses et nos espaces. Parlons de la richesse. Est-ce que vous croyez vraiment que... Moi, je vous rappelle que je suis économiste. Okay. J'ai toujours dit ceci. La différence, j'ai dit toute la différence entre nous Congolais, nous Africains et les Asiatiques. Les Asiatiques, ils n'ont rien, ils transforment tout dans leur pays. Nous, on a tout, mais pratiquement tout. Mais on ne transforme rien. Et il est difficile de créer de l'emploi, il est difficile de créer de la richesse. On ne transforme rien, mais on donne nos richesses au Rwanda pour qu'il transforme. Notre or, on dit que voilà, l'Ouganda va maintenant, il a créé, non, le Rwanda, une usine de transformation sur son territoire, mais il va prendre notre or pour les amener là-bas. C'est pas ça le partage de richesse? Lorsque vous parlez de l'Ouganda qui doit construire des routes, mais des routes, ça relève de la souveraineté nationale d'un pays. Il faut construire des routes. Mais les deux pays en bénéficient quand même, il y a 50-50. Mais je veux dire, non, l'initiative doit venir de nous, c'est nous qui allons décider. C'est lui qui a dit que voilà, dans le plan, comment dirais-je, dans notre programme, on a prévu ça, on va faire ça. Quand vous êtes élu, je dis bien quand vous êtes élu comme président, vous venez à base d'un programme. Et votre mandature, vous serez là pour appliquer les programmes pour lesquels vous avez été élu. Et la politique. Et dans ce programme-là, on ne voit nulle part où on avait dit qu'on allait construire des routes avec l'Ouganda ou que le Burundais allait construire des chemins de... Non. Et pour vous, la politique tout cela révèle... Et vous, la Mouka, pour vous, la Mouka, la politique de bon voisinage, ça vous dit rien? Défunt. Écoute bien, on est condamné à être voisin avec le... Nos voisins, on est condamné à être voisin avec l'Angola. Être voisin avec la République démocratique, la République ici en Brazzaville. On est condamné à être... Nous sommes des voisins, c'est géopolitique. Mais de voisins qui veulent notre malheur, de voisins, ça fait maintenant 20 ans, on n'a fait qu'avec ces voisins. Quand ça ne marche pas chez nous, toujours ces voisins-là, ce n'est pas de bons voisins.
Et face à ces voisins-là, on devait mettre en place une armée dissuasive, une armée capable de dissuader n'importe quel adversaire pour qu'il vienne nous emmerder. Au lieu de faire ça, on va chercher cette même armée qui veut nous dépouiller, cette même armée qui nous tue. On veut s'associer avec cette armée, mais pour aller où? Donc, dans votre laboratoire, si vous étiez au pouvoir, vous allez appliquer les dires de Mouzi qu'il faut faire la guerre au Rwanda? Tant qu'on ne fera pas la guerre contre le Rwanda, on n'aura pas la paix. Merci. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Merci. Nous seulement que nous devrions, au préalable, réformer notre armée, donner confiance à nos officiers, donner des moyens, les encadrer. On a des gens qui sont valables, qui peuvent, à moins de pas beaucoup de temps, entrer au Rwanda. Même Merci. au Rwanda. Merci. Aujourd'hui, on fait passer nos officiers comme de bons à rien. Merci. Alors que c'est zone de valeur. Merci, je me rappelle avoir fait un débat, une émission organisée, une émission débat avec Hubert Kabasoubabou, Gabriel Moka, Ferdinand Kambere et Jean-Félix Senga Delamouka. Dans cette émission, Hubert Kabasoubabou avait dit la République démocratique du Congo est à genoux. Pourquoi? Parce que jusque-là, on n'a même pas un hélicoptère de guerre. Donc, comment aller faire la guerre à nos voisins? Parce que nous n'avons pas l'armement. Est-ce pouvoir y mettre quand même quelque chose pour que l'armée soit suffisamment outillée? Ça voulait répondre à cette question. Je rappelle, sur ces plateaux, je suis avec professeur Bob Bolaboué, président national du RPDR et membre au collège de présidents au sein de la MOCA. Parlons de la justice. État des droits, vous avez suivi le papa Tshisekedi, c'était sa chanson, l'état des droits, l'état des droits. Aujourd'hui, Martin Fayulu se réclame fils idéologique de Tshisekedi. Félix Tshisekedi au pouvoir, vous avez senti quand même la volonté de bouger les lignes sur le plan de la justice. Il y a eu les arrestations, l'IGF travaille, on a augmenté un peu le salaire de quelques fonctionnaires de l'État. Ça, c'est sur le plan social, mais dans l'état des droits, vous, la Mouka, vous félicitez. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. J'étais avec le président Martin Fayulu, j'étais avec Félix et moi-même, on était trois. À la résidence de feu Étienne Tshisekedi. On n'était que trois. On était en train de discuter, de parler, au temps justement du rassemblement. Ok. Et soudain, Félix qui dit, mais Martin, toi tu es exactement comme mon père. Tu es exactement comme mon père. Martin dit, comme ton père, ça veut dire quoi? Tu es trop radicaliste. C'est pourquoi mon père n'a pas accédé au pouvoir. Il est trop radicaliste. Et aujourd'hui encore, à chaque fois que nous sommes dans la réunion, le président Martin Fayulu me rappelle ça. Ça veut dire quoi? Étienne Tshisekedi n'a jamais été le modèle de Félix. Vous dites? Ok? Vous dites? Étienne Tshisekedi n'a jamais été le modèle de Félix Tshilombo. C'est pas ce modèle. Mais le sang de Tshisekedi coule dans le veine de Félix. Oui, mais tu peux être son fils biologique mais pas spirituel, tout simplement. Okay. Je veux dire que Tshisekedi parlait de l'état des droits. Aujourd'hui, quand vous examinez ce qui se passe, c'est pas le peuple d'abord, c'est le ventre d'abord. Aujourd'hui, chaque matin, lorsqu'on se réveille, il y a un détournement de 10 millions. Tous les jours, on est vraiment dans le pillage du pays. Tel conseiller a volé 10 millions, tel autre a pris 2 millions, l'autre a pris 6 millions. Et il y a eu quoi? Bah écoutez, il y a eu 500 millions de sorties, comment dirais-je, sur le programme de 100 jours. Mais on a arrêté Kamel pour 57 millions. Et le reste, c'est parti où? Il y a eu les genoux. L'argent est parti où? Combien de personnes ont été arrêtées? On arrête pour libérer. On arrête des personnes parce qu'on dit que tiens, il a volé. 3 mois après, grâce présidentielle, libéré. On arrête des personnes pour 3 mois après, libéré. Mais attendez. Et lui-même, il avait dit que la justice ne fonctionne pas. Il avait incriminé la justice. Donc bref, quand vous parlez de l'état des droits... Il y a quand même les avancées. Malgré la justice ne fonctionne pas, mais vous ne sentez pas quand même la volonté de mieux faire. Je dis que nous sommes dans une justice sélective. Comment? À toutes les vitesses. Comment ça? Si vous êtes dans les camps de l'Union sacrée de la nation, vous êtes plus ou moins protégé. Si vous êtes dans un autre camp, vous êtes massacré. Attendez, j'ouvre un peu une parenthèse. Ferdinand Kambere m'a quand même écrit. Oui, s'il vous plaît, m'a quand même envoyé un message. Je souhaiterais
que l'état des droits soit également pour tout le monde, quel que soit ceux de l'opposition et de la majorité. Dossier Ferdinand Cambéré, il y a du flou. C'est qui les plaignants? Alors, si réellement l'état des droits existe, il faut quand même éclaircir ces dossiers-là. Les gens du PPRD ont aussi le droit de critiquer, d'être libres. C'est vrai que je vous dis, c'est qu'on a une justice à double vitesse. Une justice, comment dirais-je, pour les uns, une injustice pour les autres. Tout simplement. Donc quand vous dites que oui, des arrestations, il y en a, on arrête certaines personnes, avaient été arrêtées, mais libérées. Makonga arrêté, libéré. Mais la justice ne marche pas selon vos intentions aussi. Là, il faut quand même comprendre. La justice peut arrêter, la justice peut voir les dossiers, trouve que c'était que les allégations, et la justice arrête et lave la même personne. Et pourquoi si la justice arrête et la justice lave, vous êtes contre? Dis-moi, quand par exemple, vous condamnez, la justice condamne une personne pour une durée par exemple de 20 ans, je prends le cas de Cameroun, je vais contre lui, mais je prends son cas. Et après, vous le libérez, comment dirais-je, provisoirement. Ok, bref. Lorsque la justice condamne, comment dirais-je, par exemple, à plus de 6 ans, même pas 3 ans après, même vous le libérez. Il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi tous ces gens sont toujours les lions sacrés? Il y a les échelles de la justice. Vous devez maîtriser le fonctionnement de la République quand même, président Bourboula. Vous êtes président d'un parti politique. Il y a les échelles dans la justice. Kamera a été condamné 2 fois. Il est allé à un autre niveau. Il a trouvé raison d'être au moins gracié ou si possible être à mesure de la liberté. Mais pourquoi vous voulez que la justice fonctionne? Vous travaillez aussi contre la même justice du moment qu'il y a les étages. Regarde, vous et moi, on décide une chose. On décide, voilà ce qu'on va faire tout cela. On termine. On appelle un juriste, met ça en musique. Il met ça sous forme juridique. C'est le politique qui décide ce que le juriste met sous forme de, comment dirais, de musique. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, la justice est aux ordres. La justice est téléguidée, télécommandée de quelque part. Vous êtes sûr? Si on veut aujourd'hui libérer quelqu'un en utilisant les textes juridiques, on va le libérer. Merci. Si on veut condamner quelqu'un en utilisant les mêmes textes juridiques, on va le condamner. C'est pourquoi je dis que l'état des droits devait s'appliquer à tout le monde. Vous comprenez? Alors, si réellement Étienne était le modèle de Félix, les choses ne se seraient peut-être pas comme ça. Parce que même aujourd'hui, même dans leur propre camp, les voix commencent à s'élever pour fustiger cette manière de faire des choses. Les conseillers qui sont beaucoup plus puissants que les ministres, les conseillers qui gèrent des sommes faramineuses. Ça veut dire quoi ça? Ok, merci. Tous les programmes, que ce soit de 100 jours, voilà. Que ce soit... Parlons-en, parce que mes fait signe là, il nous reste au moins 4 minutes, 5 minutes. Voilà, parlons-en. Il y a une information qui m'est parvenue, j'ai vu ça circuler, que les combattants allaient chez Maman Marthe pour aller accuser les présidents de la République, Félix Tshisekedi et les conseillers. Voilà la beauté de la démocratie. Président Bourboula, il nous reste quelques minutes. Les social peuples et la diplomatie, vous pouvez ramasser les deux questions directement, mais il y a une mauvaise interprétation, ou comment, parce que j'ai suivi Kabasbabou qui dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout à fait. Mais quand le président Félix dit Mbokao esi ekoufi, et là, écoute, il y a ainsi de suite, les gens pensent qu'il a abandonné totalement les pays, même sur le plan social, il manifeste déjà l'aveu d'échec. Quelle est votre analyse au sein de l'avocat? Le fait même de faire appel à l'armée ougandaise alors qu'il y avait l'état de siège, c'est un aveu d'échec. Son discours, Mboka Koufi, c'est aussi un aveu d'échec. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une suite dans ces dires. Ok, d'accord. Voilà. Mais dans un Mboka Koufi, je vous dis qu'on a donné des palissades aux députés et qui coûtent 27 millions de dollars à peu près. Dans un Mboka Koufi, dans moins de 3 ans, beaucoup de conseillers sont devenus des millionnaires dans ces pays. Dans moins de 3 ans, vous avez fait la compte en banque? Dans moins de 3 ans, celui qui joue le rôle du président a fait plus de 120 voyages et qui coûte plus de 2 500 000. Il y a des retombées sur le plan diplomatique. Je suis en train de vous dire que donc, le pays n'est pas mort. Ok. Ok. Si le pays était mort,
on n'allait pas sortir autant d'argent, on n'allait pas faire tout ce qu'on est en train de faire. Le pays n'est pas mort. Mais lorsque ça sort de celui qui est considéré comme étant le numéro 1 du pays, ça démobilise la population. Nous sommes dans un combat. Celui qui joue le rôle du capitaine, comment dirais-je, dans un bateau, il doit toujours garder le moral de la population. Quand vous faites de tels discours, ça veut dire que vous abandonnez, c'est un aveu d'échec. Il est sincère, il ne veut pas être un menteur, il est sincère selon les gens de l'UDPS. Je vous dis que le pays n'est pas mort. Parce que tout ce qu'ils ont sorti comme argent, c'est dans ces pays qui est mort. Tout ce qu'ils sont en train de faire, avec un peu de volonté, avec beaucoup de jugeotes, avec un programme, on peut faire en sorte que ce pays, dans moins de 4 ans, devienne l'Allemagne de l'Afrique, comme on nous avait promis. C'est son ce souhait. Pays, mais justement, il y a l'IGF en train de, travailler. Par des souhaits, le budget augmente, il y a les recettes entrent. Malgré, il a dit ça, mais quand même, le gouvernement de Warrior travaille. Les recettes augmentent. Et ça va où? Va demander à la population, dans leur vie de tous les jours, comment ils vivent. Il y a les chanchards ici. On a promis ici les chanchards. Vous avez vu quand même la population a bien fait. Je ne veux même pas entrer ces débats-là. C'est trop bas, trop terre à terre. Un débat des chanchards, tout ça. Non. Aujourd'hui, les chanchards, ça n'a pas lieu d'être. On devait plutôt donner les moyens aux Congolais de pêcher ici chez nous. D'aller arrêter de pêcher de Mboto, de Mpoka, de Mungusu, de Ngolo. Nos rivières, nos fleuves sont pleins de poissons. En écoutant le Premier ministre, c'était une politique de mesures préventives, mais quand même ils sont en train